Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Fighters, le podcast d'un amateur de sport de combat pour les amateurs de sport de combat. À la carte d'aujourd'hui, on va bien sûr parler de l'UFC 325 qui a eu lieu en Australie. Le main event, c'était bien sûr Alexander Volkanovski contre Diego Lopez. Bien sûr, on va également parler du combat de Benoît Saint-Denis contre Dan Hooker, c'était le co-main event. On en parle tout de suite. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler à vos familles, à vos amis qui aiment les sports de combat et à noter le podcast 5 étoiles sur Spotify. Ça fait toujours plaisir et ça remercie le travail. Les amis, on va commencer directement en parlant du main event de cette soirée, la défense de ceinture de Alexander Volkanovski contre Diego Lopez. Diego Lopez qui revient bien sûr donc d'une victoire face à Jean Silva, c'était il y a quelques mois. Vous vous rappelez, il me semble que c'était un KO sur coup de retourné au deuxième round. Vraiment un combat de fou. Et donc là, il revenait pour sa revanche, puisqu'il y a déjà eu le premier combat il y a quelques mois également, où Volkanovski l'avait remporté. C'est un combat qui a été moins disputé que le premier dans mes souvenirs. Là, c'était une victoire donc à la décision de Alexander Volkanovski, mais plutôt contrôlée. Sincèrement, pour moi, je donnerais seulement un round à Diego Lopez. Le reste, ce serait vraiment pour Volkanovski. Je tiens à préciser, si des fois je me trompe et je parle de Diego Lopez en disant Diego Silva ou Jean Silva, ou voilà, je sais pas pourquoi j'ai un problème avec le deux, à chaque fois j'inverse. Donc voilà, je parle bien de Diego Lopez à chaque fois. On va revenir bien sûr sur chaque round. Premier round du combat, donc plutôt disputé, forcément on a un Lopez qui rentre directement, donc il met une certaine opposition face à Volkanovski. Très bonne défense de calf kick notamment de Volkanovski puisque Lopez durant le combat il a essayé d'instaurer un petit travail en ligne basse mais Volkanovski a réussi à bien euh, défendre tout ça, donc ça c'était quand même plutôt intéressant. Bon middle de Silva. Franchement, sur le premier round, Volkanovski a fait un peu plus que Lopez. Voilà, j'ai dit bon middle de Silva. Et voilà, je parlais de Lopez, bien sûr. Volkanovski a été un peu plus précis, un peu plus. A travaillé un peu plus que Lopez sur le premier round, donc je le donne quand même à Volka. Mais par contre, on a quand même eu un bon travail de Lopez, notamment sur des kicks qui étaient plutôt intéressants. Sur le deuxième round, là pour le coup, c'est ce round que je donne à Lopez. Il est un peu mieux, il a encore un peu plus de pression, il a un bon travail avec ses kicks et ses points. Forcément, vous avez bien vu le combat, ou en tout cas le résumé, Lopez, il est quand même bien plus grand que Volkanovski, donc il a une plus grande allonge. Pas forcément, mais en tout cas, lui, il a une plus grande allonge que Volkanovski. Et donc là, ce qui était intéressant pour lui, c'était vraiment de travailler avec ses points, de maintenir une bonne distance, notamment aussi avec ses kicks. Et donc là, il le touche plutôt pas mal, donc c'était intéressant. Sur une tentative de défense de takedown, Volkanovski tente une guillotine à la fin du round, ce qui était plutôt intéressant. Mais voilà, sur le deuxième round, Diego Lopez est quand même un peu plus dangereux, donc c'était intéressant. Sur le troisième round, là, ça se lâche un tout petit peu plus. On a un Volkanovski et un Diego Lopez, pardon, à chaque fois je ne vais pas y arriver. On a les deux donc, qui se lâchent un peu plus, il y a plus de contre. Diego Lopez, il a du mal à trouver sa distance parce qu'on a un Volkanovski qui bouge très bien sur ses appuis, qui a un bon jab, vraiment un jab d'arrêt qui empêche Lopez de rentrer sur lui. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et là, il y a vraiment un moment où Lopez est sévèrement touché par Volk. Volkanovski le touche une fois, il me semble, avec un bras arrière. Et puis après, il revient avec un bras arrière qui est un peu plus court et qui fait un peu trembler les jambes de Volk. Donc franchement, très intéressant. Mais qui fait trembler les jambes de Lopez. Mais par contre, quelques secondes après, Lopez renchérit et met un knockdown à Volk. Un knockdown à Volk. Alors je ne sais pas s'il a été comptabilisé comme, mais en tout cas, il y a un crochet avant qui rentre bien. Très intéressant. Franchement, très intéressant ce petit crochet de Lopez à la fin. Ouais, intéressant. J'ai noté également qu'il y avait une bonne combinaison de lutte et de striking de Volkanovski, toujours dans ce troisième round, où en fait il est là, il attaque un striking un peu comme ce que fait Benoît Saint-Denis, on en parlera un peu après. Volkanovski va être là, il va attaquer en striking, puis il va descendre dans les chambres. Il voit qu'il n'a pas la prise, il remonte en striking, il redescend. Et ça, c'est un travail qui est exceptionnel, hein. Vraiment, on ne se rend pas compte à quel point c'est énergivore et technique de faire ça. Mais en tout cas, Volkanovski le fait très bien. Toujours des bons déplacements et un bon travail de feinte de Volkanovski. Et c'est ce que je disais, on a eu un down du coup de Lopez sur un crochet avant qui touche vraiment Volkanovski sur la pointe du menton. Les jambes lâchent totalement, mais il se relève directement. C'est dommage, je pense que là, il y avait vraiment moyen que Lopez accélère, mais il n'a pas accéléré. Donc, dommage. Quatrième round, toujours ce travail de jab de Volkanovski qui empêche toujours Lopez de rentrer. Et pourtant, j'ai envie de vous dire que c'est Lopez normalement qui doit avoir ce travail d'empêcher de Volk de rentrer.
mais pourtant, Volkanovski gère très bien la distance. Il arrive à rentrer, sortir, toucher, sans se faire toucher. Donc très intéressant. Et il est plus précis sur ses combinaisons que Diego Lopez. Franchement, à chaque fois qu'il touche Volkanovski, ça fait mal. Lopez, il y a pas mal de frappes qui passent dans le vent. Donc c'est intéressant de voir qu'à chaque fois que Lopez essaye de rentrer, sachant que c'est de base l'inverse, hein, c'est le petit qui doit rentrer, bah, Volkanovski ne se laisse pas faire. Au contraire, il punit à chaque fois euh, Lopez, donc c'est plutôt intéressant. Et enfin, sur le cinquième round, bah là c'est un round vraiment de sécurisation. Volkanovski sait qu'il a fait assez pour gagner ce combat, donc il contrôle, il fait des bonnes défenses de lutte. On a Lopez qui essaye d'emballer le combat, mais Volkanovski est quand même très conscient et il arrive à maintenir un peu la bête. Donc c'est quand même un combat très intéressant. C'est pas un combat que j'ai trouvé incroyable, hein, que ce soit dans le spectacle ou voilà. Moi, je suis pas très hype par Volkanovski, hein. Techniquement, c'est exceptionnel, qu'on soit bien d'accord, mais c'est pas un combattant qui me hype, sincèrement. Donc c'était pas un combat qui m'intéressait de fou de base, mais en tout cas c'est intéressant pour ne serait-ce que pour la suite de la catégorie, puisque là du coup on est en featherweight, hein, en moins de 66 kilos. Il y a quand même du beau monde dans la catégorie. Lopez a échoué 2 fois face à Volkanovski, donc à voir pour la suite. Mais voilà, Volkanovski qui remporte ce combat à la décision sans être trop mis en danger, à part ce knockdown à la troisième reprise. Par la suite, on a eu le co-main event. Benoît Saint-Denis contre Hooker, donc là c'est dans la catégorie juste au-dessus, en moins de 70 kilos. Franchement, c'est un combat qui était vraiment incroyable sur tous les aspects et un peu de rétrospective. Benoît Saint-Denis sort d'une victoire face à Mauricio Ruffi, c'était en septembre dernier lors de l'UFC Paris. Dan Hooker sort d'une défaite face à Arman Tsarukyan il y a quelques mois, il y a 2 mois même pas, et est revenu directement face à Benoît Saint-Denis. Combat très très intéressant. Sur le premier round, on a un très bon round de Benoît Saint-Denis. Au début, j'ai trouvé les kicks de Hooker vraiment pas terribles. Vraiment, dès les premières reprises, vous pouvez voir, il envoie 2 middle éclatés au sol. Et puis après, on a un Benoît Saint-Denis qui renchaîne directement avec un vrai middle. Au début, je me suis dit, putain, mais les kicks de Hooker sont vraiment gaze. Et c'est par la suite que j'ai compris que les kicks de Hooker, en fait, il voulait pas que ce soit un middle. Il voulait que ça soit un. Je me rappelle plus du blaze, du nom de ce coup, mais c'est un coup qu'il a réussi à mettre, qui a fait très très mal à Benoît Saint-Denis. Je pense que si vous avez vu le combat, vous avez vu qu'à un moment, Benoît Saint-Denis, il y a eu une grosse baisse de régime. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et avec la ralentie, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a eu des sortes de front kick fouettés qui viennent rentrer à l'intérieur du corps, qui font très très mal. Dan Hooker en a mis quelques-uns à Benoît Saint-Denis et je pense que Benoît Saint-Denis a failli s'écrouler quelques fois, hein. Vraiment, ça se voyait qu'il l'avait très très bien touché. Donc, mis à part ses kicks, Benoît Saint-Denis était en totale maîtrise sur le round. Forcément, il a une garde toujours basse, mais bon, ça, j'ai envie de te dire, maintenant on a compris, hein, c'est le style de Benoît Saint-Denis. Mais par contre, il combine toujours très très bien, un peu comme ce que faisait Volkanovski, hein. Il est là, il mélange son striking, puis après il plonge dans les jambes. J'ai trouvé qu'il y avait quelques amenés en takedown, en tout cas quelques tentatives, qui étaient un peu trop poussif, pardon. Il allait chercher très très loin, faut faire attention quand même. Mais par contre, sinon, il combine très très bien. Ça, c'est du Benoît Saint-Denis très tout craché. Il part d'un middle, puis après, il plonge dans les jambes directement. Il lâche pas. C'est vraiment intéressant. Et puis, malgré la guerre, il est quand même très opportuniste, hein, notamment sur la fin de round où ça s'enchaîne un peu sur la fin du premier round. Et bah, Benoît Saint-Denis et Hooker se livrent une grosse guerre, mais Benoît Saint-Denis, il est quand même lucide, c'est-à-dire que dans les échanges, il plonge dans les jambes et il sécurise la fin du premier round. Donc ça, c'est très intéressant. Il aurait pu se faire un peu submerger par toute cette guerre et cette bagarre, mais finalement, il a profité du fait que Hooker était dans la bagarre pour plonger et sécuriser ce round. Sur le deuxième round, deuxième et dernier round d'ailleurs, puisque c'est là où il y a le finish, incroyable round de Benoît Saint-Denis. Je pense qu'il a récupéré des kicks, hein, qui ont fait très très mal. Il a profité d'une tentative de takedown de Hooker pour renverser la situation et commencer à faire un ground and pound dévastateur, un peu comme ce qu'avait fait Tsarukyan à Dan Hooker, hein. C'était pareil, c'était un gros ground and pound. Bien c'est pareil. Ce qui était très intéressant dans le grappling de Benoît Saint-Denis, c'est qu'il mélangeait la tentative de soumission avec une tentative de finir le combat sur un gros ground and pound. Il était en train d'essayer de faire un bras-tête, puis quand il voyait que la prise ne marchait plus trop, il revenait et enchaînait avec des gros coups de coude, puis revenait sur un bras-tête, etc., etc. Ce qui a mené à une fin de combat, tout simplement. L'arbitre a arrêté parce que Hooker se prenait des coups pendant au moins 1 minute, c'était un peu trop. Donc franchement, rendre des combats très maîtrisés de la part de Benoît Saint-Denis, puisque Dan Hooker c'est quand même du lourd, même si là il sort de quelques défaites d'affilée et des grosses défaites, hein, notamment face à Arman Tsarukyan.
Très intéressant, parce que là, pour le coup, on a quand même un combat où il y a de la matière, hein, comme face à Rufy. J'ai dit de la bêtise, j'ai dit une grosse bêtise. J'ai dit tout à l'heure que le dernier combat de Benoît Saint-Denis c'était face à Mauricio Rufy, mais pas du tout. Il a battu Benil Dariush en décembre, il me semble, ou en novembre. Donc, non, non, j'ai dit une grosse bêtise. On en avait parlé justement, et je trouvais que voilà, c'était un peu dommage parce que du coup, Benoît Saint-Denis n'a pas pu montrer vraiment des grosses améliorations par rapport à son dernier combat face à Rufy. Là, pour le coup, on a vu un Benoît Saint-Denis qui aurait pu être un peu en difficulté, notamment avec ses kicks au corps de Hooker, et qui a réussi à toujours mélanger ce grappling striking, à rester quand même plutôt discipliné et à être lucide, ne pas tomber dans la bagarre. Il y a eu de la bagarre, mais après il a été quand même assez intelligent pour toujours prendre ses tentatives de takedown et combiner. Donc franchement, très intéressant. Très belle victoire de Benoît Saint-Denis qui monte encore une fois dans les classements. À voir pour la suite, hein, parce que forcément, le champion de la catégorie désormais, c'est Justin Gaethje, hein, qui a la ceinture intérimaire. Il a Top Warrior, on ne sait toujours pas quand est-ce qu'il va revenir. Donc très intéressant ce combat et on peut tous féliciter bien sûr notre Benoît Saint-Denis national. Juste après, combat très intéressant, Mauricio Rufy contre Fiziev. Franchement, un combat qui me hypait de fou malade. Je voulais voir si Rufy était capable de revenir face à Fiziev. Moi, je voyais Rufy gagner et finalement, il a quand même gagné, mais c'est un combat qui était quand même très disputé. On a eu un Rafael Fiziev qui était quand même très, très discipliné et qui a dominé l'entièreté du combat. Donc c'est toujours dans la catégorie des lightweight, hein, des moins de 70 kilos. Très intéressant ce combat quand même. Sur le premier round, on a une excellente pression de Fiziev qui cadre le plus grand. Normalement, c'est le plus grand qui garde la distance, qui essaye de prendre la moitié du ring, enfin la moitié ou le centre de la cage. Là, c'est Fiziev qui cadre bien Rufy, qui essaye de l'enfermer, notamment avec des gros kicks. Par contre, il n'arrive pas à avoir sa distance de poing. Très important, puisqu'on verra que ça mène au finish. Donc intéressant ce travail de cadrage de Fiziev. Rufy revient un peu sur la fin du round et touche bien, mais pas assez. Pas assez pour prendre ce premier round, hein. Pour moi, c'est Fiziev qui le prend clairement. Fiziev a des gros atouts en striking, hein, notamment son excellent middle avant qui part très vite et des bons low kicks. Rufy, il est sous pression, mais il est quand même un peu inventif. Il arrive à sortir des coups un peu de nulle part qui peuvent faire douter Fiziev. Sur le deuxième round, Fiziev était bien rentré dans le combat. Excellent travail de low kick, hein. On voit que la jambe de Rufy commence à être marquée. Mais Rufy, contre toute attente, il est revenu avec un énorme bras arrière sorti de nulle part et a réussi à sonner et à mettre un knockdown à Fiziev. Suite à ça, il a suivi avec un grand grind and pound et il a réussi à terminer le combat. Franchement incroyable, hein. C'était très mal engagé pour Rufy. On avait l'impression qu'il n'était pas rentré forcément dans le combat ou en tout cas qu'il était tombé sur plus fort que lui, mais Rufy a réussi vraiment à sortir un bras arrière des enfers qui a totalement sonné Fiziev. Il est revenu avec un autre bras arrière qui a causé le knockdown et ensuite il a suivi en grand pound sur une petite séquence de quelques secondes qui a mené à la fin du combat. Donc franchement intéressant parce que Rufy a quand même réussi à tenir tête à un des meilleurs strikers de la catégorie, hein, Fiziev. Gros striking un peu style Muay Thai, Fiziev. Donc très intéressant ce combat. C'était très mal engagé mais il a quand même réussi à le terminer. À voir pour la suite, hein, parce que je vous rappelle qu'il avait perdu face à Benoît Saint-Denis. Là, il gagne face à Fiziev, qui était 9ème de la catégorie, il me semble. Il faut voir comment il va monter dans les rankings, parce que Rufy, je trouve ça quand même un peu limité. Là, on voit que face à un des meilleurs strikers, il a remporté par KO, mais sur la totalité du combat, c'était quand même très limité. Donc, il faut voir quand le niveau va vraiment se corser ou qu'il va tomber sur des grappleurs comme BSD, faut voir ce que ça va donner. Juste juste après, on a eu le combat de Tuivasa contre Teixeira. Là, le niveau baisse drastiquement. On est en heavyweight. Alors, je ne dis pas que les heavyweight n'ont pas de niveau, bien sûr, mais en tout cas, là, c'est clair qu'on est loin du niveau de Rufy Fiziev ou de BSD Hooker, et encore moins de Volkanovski contre Lopez. Teixeira qui revenait d'une défaite face à Derrick Lewis. Tuivasa qui revenait d'une défaite de je ne sais pas, je ne m'en rappelle plus. En tout cas, Tuivasa, il a beaucoup de défaites à son compteur. En tout cas, il a une grande série de défaites. C'est un combat qui est plutôt intéressant parce qu'on a un bon fight IQ de Teixeira quand même. On est en heavyweight, ça peut aller vite à la bagarre. Tuivasa est australien, donc il était chez lui hier soir. Et dès le début du combat, Tuivasa, il a voulu aller très vite, mettre une grosse pression à Teixeira. Teixeira, il n'est pas rentré dans la bagarre, il a réussi à calmer la tempête et à effectuer un bon contrôle et un bon ground and pound. Directement, il a réussi à mettre une pression sur Tuivasa, à l'emmener au sol et à le contrôler, à lui dire écoute, toi tu vas aller vite, moi je prends mon temps et je vais te fatiguer. Et donc ça c'était intéressant, un bon ground and pound avec des points mais aussi des coudes qui a permis de calmer tout ça. Tuivasa s'est relevé et a accéléré, mais encore une fois Teixeira calme le jeu
et le contrôle bien pour terminer le round. Donc voilà, très intéressant. Il aurait pu se faire un peu emmener dans la bagarre et décider de faire un tête contre tête, mais non, il a été intelligent et a essayé de l'épuiser. C'est très intéressant. Sur le deuxième round, j'ai noté que Texera ne bloquait quasiment aucun low kick. Alors ça, faut m'expliquer. Et globalement, dans l'attitude de Texera, il était très mou sur tous les coups. On avait l'impression qu'il n'y avait aucun gainage, vraiment très très mou, très flasque. Pas dans son physique, hein, mais vraiment quand il envoyait les coups, il n'y avait rien qui était retenu, rien qui était gainé. C'est assez étrange. Le niveau est pas fou, hein, sincèrement, on va pas se le cacher. Il y a quand même des choses qu'on voit qu'on ne verrait jamais dans d'autres catégories. C'est les heavyweight, hein, c'est comme ça. Tu vois ça qui accepte de prendre des coups. Alors c'est marrant, hein, il prend des coups, il bouge pas la tête, mais juste après il se fait prendre un takedown. Donc bon, faut se remettre, voilà, faut réfléchir un peu quand même. C'est peut-être un peu con. Ce qui est un peu dommage aussi, c'est que Texera il arrive à avoir des positions ultra dominantes, mais il ne capitalise pas dessus. Il fait pas des énormes dégâts, des grosses frappes, c'est dommage. On voit que les deux sont très fatigués. Il se passe pas grand chose. Sur le troisième round, là tu vois ça, il sait qu'il a perdu les deux autres, donc il essaye de revenir. Franchement, là il y avait vraiment moyen de finir le combat. Tu vois ça, il avait le moyen de terminer Texera, mais il n'avait plus du tout de carburant. Texera n'avait plus de jus non plus, mais les deux sont cuits, hein. Les deux sont cuits, franchement. Texera, il a réussi à garder, tu vois ça, à coller un peu le jeu. Mais c'est vraiment dommage que tu vois ça, il ne lui restait pas un peu de jus, parce que je pense qu'il aurait vraiment pu terminer ce combat, ça c'est sûr. Donc victoire à la décision de Texera, un combat qui était plutôt intéressant, mais c'est vrai que niveau technique, c'était pas dingue. Et dommage pour Tuivasa qui perd encore une fois, alors qu'il avait clairement moyen de revenir, puisque Texera, c'était la première fois qu'il voyait le deuxième round et le troisième round, donc c'est pas forcément étonnant cette chute de cardio. Mais en tout cas, c'est cool. Au moins pour Texera, là, il a pu voir un combat à la décision en heavyweight, c'est intéressant. Texera, moi, là, faut voir, parce que c'est vrai qu'il y a un grand écart de niveau entre le top 3 et le reste de la catégorie. Il est quand même plutôt grand, une grande allonge, mais c'est quand même assez limité, donc faut voir pour la suite ce qui va se passer. Et enfin, pour terminer, on va parler du combat de Salkild contre Mullarkey. Donc c'était en lightweight, soumission round 1 à 2 minutes 10 de la terme de la fin du combat, hein, tout simplement, de la fin du premier round. Belle victoire de Salkild, hein, qui était australien, super slam et retournement de situation, c'est-à-dire qu'il était le combat en fait, Salkild était en cage control mais côté grillage et il arrive à faire un super slam avec un petit crochet de la jambe et ensuite il arrive à soumettre son adversaire à un Mullarkey. Donc très bon grappling de la part de Salkild, franchement combat plutôt intéressant. Je ne connaissais pas les deux, hein, je ne vais pas forcément m'étendre là-dessus. En tout cas, UFC 325, plutôt intéressant. Moi, je l'ai préféré d'ailleurs à l'UFC 324 de la semaine dernière. Je l'ai trouvé vraiment plutôt intéressant. Des beaux combats, des bons retournements de situation, hein, notamment face à Mauricio Ruffi. Forcément, on a eu le combat de Benoît Saint-Denis, donc en plus, qui était top, ça fait plaisir. Et donc voilà. Franchement, les amis, belle carte UFC, ça a fait plaisir. On s'est bien régalé, hein. Le combat de Ruffi Fiziev était fou. Le combat de BSD Hooker était fou. Combat de Lopez Volkanovski, j'ai préféré le main event de la semaine dernière, même si c'était un peu moins technique. Mais en tout cas, voilà, j'ai passé une bonne soirée. Je ne m'en rappelle plus de la carte de la semaine prochaine, hein, mais il me semble qu'il y a une carte UFC. Je vais regarder ça vite fait, les amis, hein, ça va me prendre quelques instants. Mais là, il me semble que l'UFC est bien reparti. Donc pour le dimanche, c'est l'UFC pour le samedi 7 février. Je regarde ça vite fait. Mais il me semble que là l'UFC s'est bien relancé, donc on va pouvoir bien manger. Donc c'est ça, on va avoir, donc ça ne va pas être un UFC numéroté, ça va être un UFC Fight Night. Ce sera dans la nuit du coup de samedi. Là on va avoir quelques combats. Donc on va avoir notamment Matsumoto qui va combattre face à Farid Basharat. Donc ce Farid Basharat qui a été l'ancien adversaire de Damien Lapulis. Plutôt intéressant. Jelton Almeida en poids lourd contre Kuniev. Ça, je ne connais pas. Je connais bien sûr Almeida, mais Kuniev, je ne connais pas. Amir Albazi contre Kyoji Horiguchi. Ça me dit quelque chose, Kyoji. Ok, donc ça, c'est en poids mouche. Et le dernier combat, donc, c'est Bautista contre Vinicius Oliveira. Intéressant. Bautista qui avait battu lors du dernier UFC Giga Chikadze, il me semble, ou peut-être que je me trompe. En tout cas, ok, on verra ça peut être intéressant. Faut se méfier des Fight Night, hein. Des fois elles ont l'air un peu nulles, mais finalement elles sont top. Donc à voir tout ça. En tout cas les amis, j'espère que vous avez passé un excellent moment devant cet épisode de Fighters.
On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et passez une bonne semaine. À très vite.